Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Un an après la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan, la situation est dramatique pour les droits humains. Les femmes et les jeunes filles connaissent un violent retour en arrière de leurs droits. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Marie-Catherine Karamati, membre de l'association Amnesty International Rouen. Bonjour. Bonjour. Alors vous faites donc partie d'Amnesty International et parmi vos combats, vous avez dressé un bilan un an après la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan avec un constat flagrant et désolant. Les femmes et les filles paient le poids lourd tribut de cette prise de pouvoir. Depuis un an, qu'est-ce qui a changé concernant les droits des femmes en Afghanistan ? Alors, en Afghanistan, on se retrouve avec un régime qui est entré en action il y a un an, à la suite d'un coup d'État, bien entendu, et qui reproduit un régime précédent de 1996 à 2001, et on retrouve très exactement la même idéologie qui, malheureusement, vise en grande partie, principalement, je dirais, les droits des femmes, pour les soumettre totalement. Et ce qui est d'autant plus désolant, c'est que quand les talibans ont pris le pouvoir, ils se sont quand même engagés. Ils ont pris des engagements parce qu'ils étaient évidemment sous le regard d'une communauté internationale indignée. Et ils se sont engagés, par exemple, à offrir l'école à toutes les filles. Ils se sont engagés à respecter les droits des femmes, ce qu'ils n'ont pas fait. C'est-à-dire qu'un an après, on a une situation qui est pire pour les femmes que, mettons, en septembre de l'année dernière. Et en plus, ils ont, notamment en mai dernier, carrément légiféré sur certains points, comme les contraintes vestimentaires. C'est-à-dire, maintenant, ça appartient à la loi, une femme doit être couverte de la tête aux pieds. Donc la situation s'est aggravée et est devenue une espèce de, sous forme de décret, est devenue une espèce de loi applicable constamment. Alors pour résumer, donc les femmes ne peuvent plus s'habiller comme elles veulent, ne peuvent plus étudier, n'ont plus le droit de manifester, sont incarcérées pour corruption morale, disparaissent et sont torturées. Qu'est-ce qu'on appelle la corruption morale et pourquoi cette corruption morale est utilisée contre les femmes afghanes ? Alors, il y a évidemment dans l'idéologie talibane l'idée de la femme qui doit être totalement soumise et du pouvoir de l'homme. Donc, est-ce que c'est d'origine religieuse ? Est-ce que c'est une espèce de recherche de pouvoir ? C'est assez difficile à analyser. Mais il est certain que les femmes sont complètement victimes de cela, traitées, mais par exemple, outre toutes les restrictions qui les touchent, elles sont constamment injuriées. Il suffit, par exemple, qu'elle n'ait pas tout à fait le vêtement adéquat pour qu'elle soit insultée, mais traitée de tous les noms. Quand elles sont détenues, elles sont également insultées, mises plus bas que terre. Donc il y a toute une politique qui, évidemment, pour nous, est quelque chose d'étonnant et d'insupportable, bien sûr, mais également d'étonnant, de soumission complète de la femme. Et comment expliquer que les droits fondamentaux des femmes et ce non-respect des promesses des talibans, comment ça se fait que les droits fondamentaux des femmes se soient aussi vite détériorés ? Je crois que surtout c'est parce que les promesses au départ étaient de fausses promesses. C'est-à-dire, encore une fois, c'est vrai que quand il y a eu, on se rappelle quand même ce coup d'État du 15 août 2021, on se rappelle quand même toutes les réactions internationales, on se rappelle toutes les réactions indignées, je dirais. Et en fait, maintenant, donc toutes ces promesses étaient des fausses promesses. Donc bien entendu, dans la mesure où maintenant il y a une réaction quand même beaucoup trop modérée de la communauté internationale, qu'on ne parle plus de l'Afghanistan finalement, il faut bien le dire, il y a le fond qui ressort, le fond de l'idéologie talibane, malgré l'espoir qu'ont eu certains qu'entre leur premier régime 1996-2001, qui était tout à fait comparable à ce qui se passe maintenant, et maintenant, les talibans ont évolué, certains sont plus éduqués, se sont ouverts à l'Occident et tout, et non, en fait, on revient tout à fait à des choses, mais incroyablement rétrogrades. Justement, Amnesty International défend aussi cette idée que ce n'est pas parce qu'il y a un autre événement qui se passe dans le monde, en France ou en Europe, qu'il faut mettre de côté justement les droits fondamentaux des femmes dans un autre pays qui sont bafoués. Mais justement, c'était la raison de la publication du rapport du 27 juillet. C'est justement un rapport qui arrive quand on se rend compte que la situation s'est aggravée et qu'on n'en parle plus. Donc la première action qu'on peut faire, c'est de dénoncer, d'en parler comme j'ai l'occasion, et je vous en remercie, de le faire aujourd'hui. Et alors c'est donc et surtout un régime de répression pour les femmes afghanes, mais également pour les jeunes filles. Les mariages d'enfants et forcés ont également repris. Alors pourquoi cette pratique s'est aggravée et pourquoi est-ce qu'on oblige les jeunes filles à se marier ? Alors d'abord, il faut dire que c'est une pratique qui existait quand même. Le précédent régime était un régime beaucoup plus ouvert, beaucoup plus protecteur des droits des femmes, certes, mais il y avait déjà des mariages précoces, à partir de 14 ans, on peut dire. Surtout, je dirais, dans les régions un peu lointaines, peut-être pas à Kaboul même, mais dans les régions plus reculées. Alors pourquoi ça s'est aggravé ?
Alors il y a d'abord le fait que c'est tout à fait dans l'idéologie talibane qu'on peut s'imposer à une jeune fille de 14 ans et l'épouser. Mais il y a un autre élément qui entre en jeu et qui peut pour nous paraître quelque chose de très très dur, c'est la crise humanitaire épouvantable que l'Afghanistan traverse en ce moment. Moi j'ai lu ce chiffre quand même incroyable de plus de 90% de la population qui ne mange pas à sa faim. Bon, avec sans doute un pourcentage non négligeable de famine. Donc, les familles, alors soit les talibans s'imposent, exigent d'avoir telle jeune fille, et bon, il n'y a pas grand-chose à faire pour résister, soit les familles même vendent les jeunes filles. Donc c'est quelque chose qui peut nous paraître horriblement choquant. Il faut voir, ce sont des familles avec plusieurs filles, par exemple, qui n'ont pas à manger. Et il y a une mère qui disait, au moins, comme ça, ma fille, elle va manger à sa faim. Donc il faut voir que ce contexte économique a énormément aggravé les choses. Et je voudrais rajouter qu'il y a quelque chose aussi qui s'aggrave de plus en plus, c'est la question des violences conjugales. Inutile de dire que des mariages comme ça aboutissent à ces violences. Mais il faut aussi rappeler que dans l'Ancien Régime, il y avait une relative protection des femmes qui, lorsqu'elles étaient victimes de violences, avaient des refuges. Elles étaient hébergées, elles avaient un soutien psychologique, juridique, etc. Les talibans ont fermé ces refuges, jeté ces femmes dehors, qui peuvent difficilement revenir dans leur foyer après ça. Donc c'est aussi, ça se rajoute, disons, au problème des mariages précoces, une augmentation évidente en raison des violences conjugales, en raison d'une impunité totale. Alors malgré tout, il y a des femmes qui résistent, qui manifestent, qui tentent justement de retrouver leurs droits. Alors ces femmes, qu'est-ce qu'elles encourent finalement à faire ça ? Alors c'est d'un courage exceptionnel. Bon, il y a, parce qu'on a dit tout à l'heure que les filles ne pouvaient plus aller à l'école, c'est vrai au niveau du secondaire, mais les filles peuvent encore aller, les jeunes femmes peuvent encore aller à l'université le matin, parce qu'il ne faut pas qu'elles rencontrent les hommes qui viennent l'après-midi, bien sûr. Et par exemple, il y en a qui osent se présenter à l'entrée de l'université avec un vêtement qui n'est pas dans l'orthodoxie talibane, avec des bandes blanches, par exemple, en disant qu'il fait beaucoup de soleil, il fait très chaud, elles ont besoin d'avoir un vêtement qui n'est pas complètement noir, etc. Donc ça déjà, ce sont des petites choses. Bon. Les femmes ont énormément manifesté aussi. Elles sont descendues dans la rue. Elles ont arrêté là parce que la répression était évidemment extrêmement violente. Elles ont quelquefois des... Alors, il y a Facebook aussi, le Facebook. Il y a des femmes qui publient des vidéos sur Facebook, visage caché ou non, avec des pancartes réclamant leurs droits. Il y en a une, Chamaï, elle bombe les rochers et la neige avec des slogans féministes. Donc, les femmes sont d'un courage absolument exceptionnel parce que ce qu'elles encourent, c'est très grave. C'est soit des brutalités sur le moment, soit carrément d'être arrêtées et détenues dans des conditions innommables. Alors justement, dans le rapport que vous aviez publié, une manifestante indique « Ils nous ont frappés sur les seins et entre les jambes. Ils ont fait cela pour que nous puissions ne pas le montrer au monde. Un soldat qui marchait à côté de moi m'a frappé sur le sein et il a dit « Je pourrais te tuer maintenant et personne ne dirait rien. » Ça arrivait à chaque fois que nous sortions. On nous insultait physiquement, verbalement et émotionnellement. Dans le même temps, donc Amnesty International a interpellé la communauté internationale pour qu'elle, je cite la secrétaire générale, demande en urgence que les talibans respectent et protègent les droits des femmes et des filles. Est-ce que la communauté internationale a répondu à cette demande ? Mais non, pour l'instant, la communauté internationale ne s'occupe plus guère de l'Afghanistan. C'est-à-dire qu'il y a eu des sanctions qui ont été prises contre l'Afghanistan. Mais au lieu que ce soit des sanctions ciblées, comme le réclame Amnesty, contre les responsables des violations des droits, ce sont des sanctions qui font mourir de faim la population. Donc ça n'est pas la bonne manière de faire. Il faut faire pression, bien entendu, de façon constante, mais Amnesty s'adresse aussi à l'ONU. Amnesty demande que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, aille en Afghanistan. Et il y a, ce qu'on sait assez peu, une mission de l'ONU qui s'appelle la MANUA, en Afghanistan, qui est présente et qui a une mission, et il faut renforcer cette mission pour qu'elle dénonce les violations des droits, parce qu'elle a un peu une position officielle par rapport au régime taliban. Donc elle est plus facilement acceptée qu'une ONG comme la nôtre. Et ne pas oublier que le droit des femmes est un droit comme tout le monde et qu'il n'a pas à être bafoué tout simplement dans n'importe quel pays ou dans n'importe quelle culture. Sûr. Merci beaucoup, Marine-Catherine Karamati, d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.